Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup d'être présent ce soir pour la présentation. Mon nom est Jean-Sébastien Paquette. En fait, je suis médecin de famille. Je collabore dans le projet de Col Corona. Donc, je suis également chercheur à l'Université Laval et directeur du réseau de recherche en première ligne là, à l'Université Laval. Donc, je vais être le modérateur ce soir. Je vais vous présenter Dr. Jean-Claude Tardif, qui est cardiologue et directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est professeur titulaire de médecine à l'Université de Montréal et il est détenteur de la chaire de recherche du Canada en médecine translationnelle et personnalisée, également de la chaire de recherche Pfizer en athérosclérose de l'Université de Montréal. Également, il va y avoir des discussions après avec le Dr. Guy Boivin, qui est microbiologiste infectiologue et qui est professeur titulaire de la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence et la résistance aux antiviraux. Également, on va avoir avec nous Dr. Jean-Lucien Rouleau, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie, professeur émérite de médecine, ex-doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Également, ce qui est important à retenir, c'est que Dr. Rouleau est le président du comité de sécurité de l'étude Col Corona. Donc, lui, son rôle est un rôle bénévole. Donc, il participe à l'analyse des données de façon indépendante. Donc, il va pouvoir nous apporter son point de vue. Donc, ici, avant de commencer, je vous remercie d'être là. Et pourquoi on fait une rencontre ce soir? En fait, c'est pour un peu mettre les pendules à l'heure par rapport à tout ce qui s'est dit la semaine passée sur la colchicine. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr. Tardif. Je m'excuse, Dr. Tardif, votre micro. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Paquette. C'est un plaisir d'être avec vous tous ce soir. On va évidemment vous donner pas mal de données. Vous allez voir des données scientifiques, peut-être dans un format avec lequel vous êtes moins habitués que nous, visiblement, mais on va essayer de simplifier ça énormément pour être sûr que tout le monde suit et qu'à la fin, les messages importants soient compris. Encore une fois, c'est dans un désir que les gens aient l'information, puis peut-être se débarrasser de certaines légendes urbaines qui ont été véhiculées là, depuis une dizaine de jours. Les diapositives, je m'en excuse, sont en anglais, mais c'est parce que comme c'était une étude internationale et qu'on a beaucoup interagi avec des gens à l'international, les diapositives étaient en anglais, mais évidemment, toute la présentation sera en français. Alors voilà, on va retourner maintenant là, à la première diapositive. Vous voyez que c'était une étude importante, Col Corona, financée par le gouvernement du Québec, comme vous le voyez. Et là, je reviens à la première diapositive. Je m'excuse. Voilà. Donc, une diapo, elle a l'air compliquée, mais elle est très simple. Quand les patients développent la COVID, vous voyez là en bleu pâle dans le milieu de la diapositive la réponse au virus, c'est-à-dire dans les 5 premiers jours, le virus prolifère à l'intérieur du patient. Mais en fait, au moment où le patient va développer des complications de la COVID, qu'est-ce que ça veut dire une complication? Se retrouver hospitalisé, se retrouver essoufflé, se retrouver malheureusement peut-être branché à un respirateur et malheureusement, quelquefois mourir. Ça survient généralement entre le jour 5 et le jour 10 après le début de la maladie. Et ça, vous voyez, c'est au centre de la diapo. Ce n'est pas au moment où il y a le plus de virus qui est en train de proliférer. C'est au moment où les globules blancs du patient sont en train de réagir au virus. Et ça, il y a une réponse inflammatoire qui est créée. Et vous avez peut-être entendu parler du mot tempête inflammatoire. En fait, c'est cette réaction exagérée qu'on a comme patient quand on répond au virus qui va en fait, ultimement, attaquer certains de nos organes. Qu'est-ce qui va arriver dans cette tempête inflammatoire? On peut avoir des symptômes généraux, on fait de la fièvre, on est fatigué, mais il y a un paquet d'organes qui vont être atteints, comme vous le voyez ici, je n'entre pas dans tous les détails, mais les poumons, le cœur, le foie, les reins, et vous l'avez vu dans les journaux, même le cerveau. Donc, c'est une atteinte massive par cette tempête inflammatoire qui atteint plusieurs organes. C'est pour ça que les patients se sentent mal, se sentent fatigués,
sont essoufflés et toussent parce que les poumons sont atteints. Quelquefois, le cœur est atteint. Et pourquoi des gens, des fois, ont de la difficulté à se concentrer, même des fois vont avoir de la difficulté à mettre une idée derrière l'autre? C'est parce que malheureusement, même, il y a une atteinte du cerveau qui peut survenir. Bon, d'une part. D'autre part, je vais sauter ce genre de données-là. Voici ici, c'est la seule diapo peut-être un peu compliquée que je vais présenter. Les gens nous disent quelquefois, pourquoi vous avez essayé la colchicine par rapport à d'autres anti-inflammatoires? Certains d'entre vous ici allaient dire, ben moi, je connais le Motrin, je connais l'Indocide, je connais différents anti-inflammatoires qu'on peut acheter, de l'ibuprofène en vente libre. Ben, c'est que on sait que le virus actuellement qui cause la COVID, le petit nom scientifique, c'est SARS-CoV-2. C'est très proche du virus qui a causé l'épidémie de SARS il y a 15 ans. Et ce virus-là, il y a 15 ans, on savait quel effet il avait dans les cellules pour causer la réaction inflammatoire. Ça activait une partie de la cellule qu'on appelle l'inflammasome. C'est le seul nom que je vous reteniez, l'inflammasome. Et pourquoi on a voulu tester la colchicine? Bien, c'est parce que nous, on la connaît depuis longtemps, la colchicine, c'est vieux comme le monde, et on sait qu'elle cible l'inflammasome. Fait qu'on a la COVID, dont le virus ressemble à celui du SARS, ça atteint l'inflammasome, puis la colchicine atteint également l'inflammasome. Alors, je vais sauter ça également. Pourquoi je dis qu'on a beaucoup de connaissances sur la colchicine? La colchicine, c'est un très vieil anti-inflammatoire, ça vient d'une plante. En fait, il y a 2000 ans, les gens avaient remarqué que ceux qui mâchaient de cette plante qu'on appelle la colchique d'automne, parce qu'elle fleurit en automne, ces gens-là avaient remarqué que quand ils mâchaient ça, ben, puis qu'ils faisaient, ils ne savaient pas que ça s'appelait une crise de goutte, mais quand il y avait des articulations enflées, rouges, chaudes, douloureuses, les gens s'étaient rendus compte que quand ils mâchaient la colchique d'automne, ben, les symptômes d'inflammation s'en allaient. Il y a environ 150 ans, les gens ont isolé la substance active qu'on appelle colchicine de la plante et on s'est mis à l'utiliser tellement que maintenant, si vous faites une crise de goutte, on va vous donner de la colchicine. Si vous faites une autre maladie à virus qu'on appelle la péricardite, c'est une inflammation de l'enveloppe du cœur, on va vous donner de la colchicine. Il y a des gens en Europe, quand ils souffrent de ce qu'on appelle la fièvre méditerranéenne, qui est une maladie génétique, on leur donne de la colchicine. Et récemment, il y a 1 an, on a démontré, nous, dans une grande étude, si vous voyez le coin supérieur droit, c'est écrit Colcott. On a fait une très grande étude de 4700 patients qui a démontré que si on donnait la même colchicine à des patients qui avaient fait une crise cardiaque, en bleu ici, vous voyez qu'il y avait moins de développement dans le temps d'événement que s'il y avait reçu en rouge du placebo. Quand on vous dit le mot placebo, c'est une substance inactive. Voyez ça comme une pilule de sucre. Elle est en apparence, le patient qui la regarde, elle a la même grosseur, elle a le même goût, mais c'est en fait juste du sucre qui est dans la pilule. Et donc, on s'est rendu compte que si on donnait de la colchicine même à des patients qui faisaient une crise cardiaque, on réduisait le risque d'avoir de la survenue de nouveaux événements. Et ça, vous le voyez en bas à droite, on l'a publié dans le New England Journal of Medicine. Bon. Ce qui était important ici, pourquoi on en parle ce soir, ce n'était pas juste l'efficacité. Premièrement, vous voyez, ça, c'est 4700 patients suivis pendant 2 ans. Alors, quand on parle de sécurité d'un médicament, puis il y a des gens qui s'inquiétaient à tort de la sécurité de la colchicine parce qu'on en donne pendant 30 jours pendant la COVID, s'il vous plaît, dites-vous que nous, on l'a testé 4700 patients pendant 2 ans, Colcott, et il y a eu un autre groupe d'Australiens, il y a quelques mois, qui a testé un autre 4500 patients pendant 2 ans et qui a démontré la même sécurité de l'étude. Vous n'avez pas besoin de regarder tous on vous lance plein de données. Ce que vous devez retenir, c'est que dans une énorme base de données de patients suivis pendant 2 ans, il n'y avait rien d'inquiétant à la colchicine. Ça donne des effets secondaires essentiellement gastro-intestinaux, surtout de la diarrhée légère, jamais sévère. Puis je vais y revenir tantôt parce qu'il y a eu des légendes urbaines, peut-être de bonne foi, qui ont été dites tout à fait fausses sur la sécurité de la colchicine.
Alors, je vous présente une diapo seulement de données expérimentales. On a testé la même colchicine, puis je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprendraient pas ce qu'ils voient là, dans un modèle expérimental pour tenter de voir est-ce qu'on est capable de prévenir le dommage dans les poumons. Ce qui amène les patients avec la COVID aux soins intensifs, puis à être intubés sur un respirateur, branchés sur un respirateur et mourir. Dans la majorité des cas, ce sont les poumons qui sont attaqués. Alors, on a publié quelques mois, Dr. Jocelyn Dupuis, mon collègue de l'Institut de cardiologie de Montréal et moi et notre groupe, on a publié une étude qui montrait de façon expérimentale un effet pas mal spectaculaire de prévention d'atteinte des poumons. Je vous explique ça de façon très simple. Vous avez trois photos ici. À gauche, c'est ce qu'un petit rat devrait avoir l'air. Les deux petits au coin extérieur, vous voyez là, c'est des beaux petits poumons roses de rat. Au centre, ça, c'est quand on a induit un syndrome de détresse respiratoire, je ne rentre pas dans les détails au rat, de ces rats-là. Vous voyez, ils ont des gros poumons pleins d'inflammation, rouge foncé, malades. On voit qu'ils sont très malades au centre. Et à droite, vous voyez, si on leur a donné de la colchicine avant de faire ça, bien, vous voyez que les poumons, dans l'image de droite, sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus pâles, ils sont beaucoup plus sains. Alors, je vous montrerai, tantôt, on a fait un webinaire pour les travailleurs de la santé. On leur a donné tous les chiffres. Je vais juste vous dire qu'on a observé une réduction des 2/3 du dommage des poumons quand on donnait cette colchicine anti-inflammatoire. Puis, je tiens à vous dire que la colchicine, c'est un anti-inflammatoire très particulier. Vous n'auriez pas vu le même bénéfice si vous aviez pris du Motrin, de l'Indocide, du Naprosyn ou n'importe quel autre anti-inflammatoire typique. Alors là, maintenant, je saute les données quantitatives et pour vous dire maintenant qu'avant de vous parler de la grande étude Col-Corona, vous allez peut-être être surpris d'apprendre qu'il y a eu d'autres études que la nôtre, beaucoup plus petites, mais il y a eu des études où on a suivi des cohortes de patients sans leur donner de la colchicine ou du placebo au hasard. Et il y a eu 2 études qu'on appelle randomisées, ça veut dire la moitié des patients reçoivent la colchicine et l'autre moitié des patients reçoivent le placebo, cette pilule de sucre qui n'a pas d'effet. Et tous les groupes en sont venus à la même conclusion de bénéfice de la colchicine. Vous voyez ici une étude grecque qui a été publiée il y a quelques mois. Donc, les Grecs l'ont appelée l'étude Greco, où ils ont démontré que les patients en orange qui recevaient la colchicine avaient beaucoup moins de détérioration que les patients qui recevaient le groupe contrôle, la pilule de sucre. Premièrement, je ne vous montrerai pas l'autre diapositive parce qu'elle est peut-être un peu plus compliquée, juste pour vous dire qu'il y a une autre étude qui a été publiée, en fait, la semaine dernière, où un autre groupe a démontré des résultats qui étaient statistiquement significatifs, où les patients qui prenaient la colchicine restaient moins longtemps à l'hôpital et avaient moins besoin d'oxygène. Là, je vais vous montrer une diapo un peu plus compliquée, mais c'est le résumé que je viens de vous donner. La colchicine apportait des bénéfices à gauche sur moins besoin d'oxygène et à droite sur la durée de l'hospitalisation. Alors, ça nous amène maintenant à l'étude Col-Corona. On tient à souligner la vision du gouvernement du Québec qui nous a appuyés, M. Legault aux premières loges, de nous avoir appuyés rapidement pour financer de très loin la plus grande étude au monde de patients à la maison. Puis je tiens à souligner également le scientifique en chef, Rémi Quirion, qui avait appuyé ça et le recommandait à M. Legault, notre premier ministre. De la même façon, donc, on a eu des subventions, des appuis financiers de différents d'hôpitaux, dont l'Institut de cardiologie de Montréal, la Fondation Bill et Melinda Gates, les Instituts nationaux de santé américains, des philanthropes, dont une grande philanthrope montréalaise, Mme Sophie Desmarais. Donc, on a conduit une étude de très loin la plus grande sur la planète. Si je vous demandais quelle est la plus grande étude après Col-Corona chez des patients à la maison, confinés à la maison, 400 patients. Donc, on a fait une étude 11 fois plus grosse que ce que n'importe qui a réussi à faire sur la planète depuis le début de la pandémie. Alors évidemment, je vous présente les données un peu sous un format scientifique, mais il va y avoir seulement 6 diapositives. On va avoir terminé, je pense, dans 10 minutes.
Et après ça, on va laisser beaucoup de temps pour la discussion en espérant qu'elle soit utile pour vous. Donc, vous voyez, pour entrer dans l'étude Col-Corona, il fallait d'abord, vous voyez le premier rectangle, il fallait d'abord avoir la COVID. On ciblait des patients qui avaient au moins 40 ans et qui n'étaient pas hospitalisés. J'explique les deux choses. Pourquoi 40 ans et plus? Bien, quand nous, on fait une étude clinique et on tente de démontrer un bénéfice d'un médicament, bien, il faut évidemment prendre des patients où il va survenir quelque chose. Parce que si vous imaginez que si je veux démontrer qu'un médicament sauve des vies après une crise cardiaque, puis je prends des jeunes femmes de 19 ans qui n'ont jamais fait une crise cardiaque, bien, on ne sera jamais capable de démontrer le bénéfice. Alors là, on essaie de prendre des patients à risque, des gens qui ont la COVID, qui ont 40 ans et plus, et qui ont au moins un facteur de risque, c'est le deuxième rectangle, un facteur de risque qui est mis à risque de faire une complication de la COVID. C'est quoi une complication de la COVID? C'est de se ramasser à l'hôpital, c'est de se ramasser branché sur un ventilateur ou c'est de mourir. Évidemment, on prenait des patients qui n'étaient pas hospitalisés. Si on veut prévenir les hospitalisations, bien, il fallait prendre des patients à la maison. Et comprenez qu'on a commencé l'étude en mars 2020. Donc, c'était une période où on connaissait beaucoup moins la maladie. Il y avait beaucoup d'anxiété dans la population et dans le personnel de santé. Alors, les gens étaient confinés à la maison, anxieux, et donc on livrait la médication à la maison et tout se faisait par téléphone à part ça avec les patients. Et donc, les patients qui étaient éligibles recevaient la colchicine ou le placebo, une substance inactive. Pour rentrer dans l'étude, je ne veux pas rentrer dans toutes sortes de détails, mais c'est même pertinent pour tout le public de comprendre quels sont les gens les plus à risque d'avoir une complication. Bien, c'est les patients, vous les voyez ici, les patients plus âgés, en particulier plus que 70 ans, les diabétiques, les gens qui ont de l'obésité, qui ont un index de masse corporelle au-dessus de 30, le taux de taille est large, des patients qui ont de la haute pression, de l'hypertension, les gens qui ont des atteintes de poumons, de l'asthme ou ce qu'on appelle des fois de la MPOC, des gens qui ont des maladies cardiaques. Tous ces gens-là sont particulièrement à risque de se retrouver à l'hôpital. Alors, on a ciblé ces patients-là. Et donc, je vais sauter ces diapositives-là simplement pour vous dire qu'on s'est retrouvé avec trois façons, puis ça fait couler d'encre un petit peu dans les journaux. On s'est retrouvé avec trois façons de faire le diagnostic. Une, c'est la grande majorité des patients, c'est 93 % des patients. C'est, s'il y en a certains d'entre vous, dont les membres de la famille ou vous-même avez fait la COVID, vous avez eu un grand Q-tips qui vous a été entré dans le nez et on est allé frotter dans les parois de votre nez puis de votre gorge pour aller collecter du matériel. Ça, c'est la vraie façon de faire le diagnostic de la COVID, avec un test que vous avez peut-être vu dans les journaux qu'on appelle PCR. Alors ça, on en a eu 93 % de patients comme ça. En guillemets, malheureusement, si vous vous rappelez, en mars et avril 2020, il faut se rappeler, c'était une période irréelle. On nageait un peu dans le manque de connaissances. Et vous vous rappelez que c'était l'époque où les gouvernements étaient pris à nous obliger à restreindre l'utilisation des tests. Hein? Vous vous rappelez, c'était seulement les patients les plus malades qui avaient des tests. C'était très, très, très limité. Alors, on a dû, pour les 2 premiers mois de l'étude, et c'est important, restreindre les tests et donc essayer de faire le meilleur diagnostic, mais sans faire un test. Alors, on a eu 300 patients comme ça. Le médecin, l'infirmière praticienne faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais même, vous le savez, si vous appeliez à la ligne gouvernementale en mars et avril, on vous disait « Restez chez vous, buvez du liquide, puis prenez du Tylenol ». Et les patients se faisaient dire « Allez pas passer un test, on n'a pas disponible ». Alors, ces 300 patients-là n'ont pas eu de test et on comprend maintenant qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'avaient même pas la COVID. On va y revenir. Alors, quel genre de patients on a eu dans la plus grande étude au monde, Col-Corona? 4 488 patients. L'âge moyen des patients était 54 ans, première ligne. Il y avait 55 % des gens qui étaient des femmes. Et je vais juste m'arrêter là. Peut-être les dernières lignes, il n'y avait à peu près pas d'hydroxychloroquine, hein, la pilule du président Trump. Là. Il y a presque personne au Québec qui l'a pris, heureusement, parce qu'il a été ensuite démontré que ça n'avait pas de bénéfice.
Alors, on arrive aux résultats. C'est la diapositive la plus importante. Je comprends qu'il y a beaucoup de chiffres, mais on va terminer dans 3 minutes. On va essayer de vous la simplifier autant que faire se peut. Alors, c'est comme ça qu'on présente des résultats scientifiques. Le premier, la partie supérieure de la diapositive, c'est le groupe total des patients, les 4488 patients. Vous voyez au centre à gauche, colchicine, au centre à droite, placebo. Je vous rappelle que le placebo, c'est la pilule de sucre inactive. Alors, ce que vous voyez ensuite, à la 3e ligne, vous voyez quelque chose qui est écrit « Primary Composite Endpoint ». Ça, c'est en français le critère primaire d'efficacité où on avait dit c'est ça qu'il faut améliorer. C'était quoi le critère primaire d'efficacité? C'était soit que si vous mourrez ou si vous êtes hospitalisé pour la COVID, bien là, on dit Monsieur Gignac, Madame Tremblay, vous avez atteint le critère, donc on vous compte comme vous avez malheureusement eu une mauvaise évolution. Alors, vous voyez les chiffres ici de la première ligne. Il y avait 4,7 des patients qui ont atteint ça dans le groupe colchicine. Il y en avait 5,8 des patients dans le groupe placebo. Et juste à droite de ça, vous voyez un chiffre qui est écrit 0,79. Ça veut dire que donc il y avait 21 de moins de risque relativement de mourir ou d'avoir une hospitalisation si vous preniez la colchicine que si vous preniez le placebo. Et le dernier bout de cette première ligne à droite, vous voyez, c'est écrit 0,08. Je n'entrerai pas dans tous les chinoiseries statistiques, mais sachez que quand vous, par exemple, vous écoutez la télévision, puis on vous dit avant une élection, ben, la CAQ a 4 d'avance sur les libéraux. Et puis là, on vous ajoute, c'est vrai, 19 fois sur 20 dans un sondage. Qu'est-ce que ça veut dire, 19 fois sur 20? Ça veut dire 95 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a 5 de chance de se tromper. Alors, il y a une espèce de convention qui dit qu'on aime mieux avoir 5 de chance de tromper. Donc, on aurait aimé que ce chiffre-là, ici, soit 0,05. On a atteint 0,08. Ça veut dire qu'on a 8 de chance de se tromper au lieu de 5 de chance de se tromper. Si on oublie les chinoiseries, là, c'est ça. Il y a des gens, puis moi, je ne critique pas, il y a des écoles de pensée des scientifiques qui croient que le chiffre 0,05 est sacro-saint. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça, dont le FDA américain, l'Agence d'acceptation des médicaments américains, qui, pas plus tard qu'il y a 1 mois, a accepté 2 médicaments avec des valeurs de P comme ça au-dessus de 0,05. Mais si on continue en terminant, donc, allez au bas de la diapositive en terminant. Là, je vous ai dit qu'il y avait des 4488 patients. Il y en avait 300 qui n'ont pas eu le test COVID et ça nous inquiétait. Donc, on avait déclaré à l'avance. Nous, on est très intéressés à regarder les patients. Vous voyez la partie du bas, 4159 patients ou 93 des patients qui avaient eu le long Q-tips dans le nez, on avait frotté leur nez et on avait prouvé qu'eux avaient vraiment la COVID. Maintenant qu'on n'a plus de problème de restriction de tests, tous les gens ont les diagnostics comme ça. Alors, qu'est-ce que ça a montré dans une perspective maintenant de patients qu'on traite dans la vraie vie? Voici, vous voyez maintenant dans le bas de la diapo, vous connaissez maintenant le critère primaire ou primary, 4,6 pour la colchicine, 6,0 pour le placebo. Vous voyez à droite 0,75, ça veut dire que là, la colchicine, quand on prend des gens vraiment malades, qui ont vraiment la COVID, a 25 de réduction relative du risque. Et vous voyez à l'extrême droite, la valeur de P là, statistique, j'ai dit, je n'entrerai pas dans les détails, mais cette fois-là, elle est meilleure, elle est à 0,04. Je vous ai dit, donc c'était significatif. Donc, quand on donne de la colchicine à un patient qui a eu le diagnostic de COVID avec le test dans le nez prouvé, on a 25 moins de risque
qui décèdent ou qui soient hospitalisés. En terminant, si vous allez juste en dessous, parce que ça fait beaucoup couler d'encre, là, j'ai dit qu'il y a 2 composantes aux critères primaires. C'était soit que vous étiez décédé ou soit que vous étiez hospitalisé. Alors, vous comprenez bien que si on prend des gens à la maison, bien, le risque qu'ils décèdent est bas. Il est bien plus bas que si on prend des patients déjà hospitalisés. Alors, vous voyez, décès ou death, 0,2 dans le groupe colchicine, 0,4 dans le groupe placebo. Et vous voyez à droite encore 0,56, ça veut dire qu'il y avait une réduction relative de 44 mais en absolu, si vous faites 0,4 moins 0,2, ça fait 0,2 Donc, il y avait peu de gens qui décédaient. Alors, c'est pour ça que si on prend juste les décès de façon isolée, bien évidemment, ce n'était pas significatif, mais on savait à l'avance que ça n'allait pas être significatif. Ce qui est important, c'est l'autre ligne, et je termine avec ça, les hospitalisations pour la COVID. Si vous allez au bas de la diapo, presque, là, donc 4,5 dans le groupe colchicine, 5,9 dans le groupe placebo. Là, vous voyez à côté 0,75. Donc, ça veut dire qu'il y avait une réduction de 25 du risque qui était significatif d'être hospitalisé. On aura la discussion tantôt, mais pour nous, dans un système de santé congestionné, une réduction de 25 du risque, c'est colossal. Puis je vais même ajouter, vous avez entendu des gens qui ont dit, puis on ne critique pas, on veut juste donner toute l'information. Vous avez probablement vu à la télévision ou lu dans les journaux, il y a des gens qui ont dit, oui, mais il faut traiter 70 personnes pour prévenir un événement. Alors, d'où est-ce que ça vient, 70? Retournez dans le bas, hospitalisation, là, 5,9 moins 4,5 ça fait 1,4 Ça veut dire qu'il faut traiter 70 personnes. Vous allez dire, bon Dieu, est-ce que c'est beaucoup? Ben non, ce n'est pas beaucoup. Quand on donne un médicament comme du Lipitor pour prévenir une crise cardiaque en prévention primaire, c'est à peu près ça. Il faut traiter 70 personnes pendant 3 à 5 ans pour prévenir une crise cardiaque. Là, on propose de traiter les gens pendant 30 jours. Donc, pour nous, c'est tout à fait acceptable. Et dit différemment, il y a eu 280 000 Québécois qui ont eu la COVID jusqu'ici. Admettez peut-être qu'on en traite juste la moitié, ça fait 140 000. Si vous en traitez 140 000, ça veut dire que vous allez avoir sauvé au moins 2000 hospitalisations. Imaginez une hospitalisation moyenne de 5 jours, 2000 hospitalisations, ça veut dire qu'on aurait sauvé 10 000 jours d'hospitalisation. En terminant, il y a le côté sécurité, et je termine avec ça. Je vais juste vous demander de regarder 2 lignes. La première ligne en dessous du caractère gras, c'est écrit N-E-S-A-E. SAE, dans notre jargon, ça veut dire les effets secondaires sérieux. Alors, nous, je termine avec ça, on était très surpris d'entendre les gens qui disaient que la colchicine, c'était dangereux. Alors là, vous voyez, tout cas d'effets secondaires sérieux, continuez sur la ligne, 4,9 dans le groupe colchicine, 6,3 dans le groupe placebo. Oui, vous n'avez pas la berlue. Il y avait moins d'effets secondaires sérieux avec la colchicine qu'avec une pilule de sucre. Vous avez bien entendu. Ensuite, pour les pneumonies, 2,9 dans le groupe colchicine, 4,1 dans le groupe placebo. Donc, la colchicine réduisait les pneumonies reliées à COVID. Et je vais terminer avec l'autre ligne en dessous qui a fait beaucoup couler d'encre, à notre avis, pour les mauvaises raisons. C'est écrit pulmonary embolism. Ça, c'est embolie pulmonaire. C'est un caillot dans les poumons et il y avait un déséquilibre entre les 2 groupes. 11 dans le groupe colchicine, 2 dans le groupe placebo. Première des choses, comprenez que ces 11 et 2 là, ils étaient déjà comptés dans le critère principal d'efficacité. Même s'il y avait ce déséquilibre-là, la colchicine réduit les décès et les hospitalisations. Hein? Deuxièmement, on s'est dit, est-ce que c'est vrai qu'il y aurait plus de caillots des poumons? On a dit, on va regarder s'il y a d'autres
manifestation de caillots. La ligne après, c'est les phlébites dans les jambes. Il n'y en avait pas. La ligne après, c'est les crises cardiaques. Il n'y en avait pas. On est retourné à des grandes bases de données de 12 000 patients suivis pendant 2 ans avec la colchicine. Il n'y a pas eu de déséquilibre dans les embolies pulmonaires. Alors, pour nous, je vais terminer avec mon commentaire éditorial. Il y a bien des années, il y avait eu une étude avec une pilule pour baisser le cholestérol qui s'appelait le pravastatin. Plusieurs d'entre vous l'avez peut-être pris. Et par hasard, donc le pravastatin diminuait les crises cardiaques, mais une bizarrerie, il y avait plus de cancer du sein dans le groupe qui prenait la statine que dans le groupe placebo. C'était exactement les mêmes chiffres que vous voyez ici pour les embolies pulmonaires. Alors, il y a eu un peu d'énervement et tout ça. Et on s'est rendu compte après ça qu'en fait, c'était un peu l'effet du hasard qui avait été, qui était tombé comme ça. Mais en fait, ce qu'on pense qui arrive, c'est que comme la colchicine réduit le risque de pneumonie, si vous, monsieur, madame, vous allez voir votre médecin, puis vous dites, je fais de la fièvre, puis je suis essoufflé, puis on vous fait une radiographie des poumons, puis on voit que vous faites une pneumonie, bien, normalement, l'infirmière ou le médecin va dire, ah, bien, je sais pourquoi vous êtes essoufflé, vous faites une pneumonie. Alors, on va moins chercher les caillots des poumons. Comme la colchicine réduit de façon significative les pneumonies, on soupçonne fortement que si vous allez voir votre médecin et vous dites que vous êtes essoufflé, bien, le médecin va chercher plus d'autres causes et on pense que c'est juste le hasard qui a fait qu'il y a eu un petit peu plus de caillots dans les poumons qui ont été détectés. Mon dernier point, puis je termine avec ça, je retourne au docteur Paquette. Vous allez voir, s'il vous plaît, la 7e ligne, déshydratation ou dehydration en anglais. C'est là qu'il y a eu des légendes urbaines qui ont été malheureusement véhiculées, probablement par ignorance. Il y a des gens qui ont dit, mon Dieu, la colchicine donne de la diarrhée et les gens sont déshydratés. Nous, encore une fois, on a été estomaqués d'entendre quelque chose comme ça parce que la colchicine, on en donne à peu près à tous les patients qui font de la goutte. On en donne aux patients qui font de la péricardite. Moi, comme cardiologue, j'en prescris régulièrement. Alors, on est retourné. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a dit que dans notre étude, il y avait plus de déshydratation. On n'était même pas au courant. On est retourné à déshydratation ou dehydration. Regardez ce qui est écrit ici. 3 cas de déshydratation dans le groupe colchicine, 6 dans le groupe placebo. Effectivement, vous n'avez pas la berlue. Probablement de bonne foi, des médecins et autres ont dit des choses incorrectes. Là. Il y avait moins de déshydratation avec la colchicine qu'avec le placebo. Alors, voilà, je m'arrête là et je retourne au docteur Paquette pour la discussion. Merci beaucoup, docteur Tardif. Donc, c'est une présentation qui met un peu la lumière sur les données qui ont été publiées dans l'étude. Donc, en tant que médecin de famille, je voulais juste mentionner que c'est évident que c'est un projet qui nous concerne beaucoup, puisque c'est nous, en première ligne, qui voyons les patients qui ne sont pas hospitalisés. Donc, on les voit au centre de dépistage, on les voit dans nos cliniques. Donc, ça nous concerne de savoir s'il y a quelque chose que nous, on pourrait prescrire, qu'on peut prescrire pour prévenir les hospitalisations. Et 2 points, je voudrais rassurer les gens là, que nous, on donne régulièrement, en fait, depuis 15 ans que je pratique pour tous les cas de gouttes, donc une maladie bénigne, mais qui fait très mal, on prescrit de la colchicine. C'est habituellement très bien toléré. Donc, on n'a pas eu d'avis de Santé Canada comme quoi que ça donnait des embolies pulmonaires ou des déshydratations. L'autre point que je voudrais mettre en phase, c'est sur la réduction d'hospitalisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact majeur parce que, dans le fond, le niveau d'hospitalisation va être le nerf de la guerre. C'est ce qui va dicter au gouvernement de changer le niveau de confinement. Donc, plus le milieu de la santé est saturé, plus il est obligé de faire du confinement, d'augmenter les règles, donc les zones rouges et tout ça. Donc, ce n'est pas banal de baisser de 25 % les hospitalisations. Ça permet d'avoir une meilleure économie, donc de rouler, puisque c'est une donnée du gouvernement qui va utiliser pour ça. Je vais laisser la parole à Dr. Guy Boivin pour ses commentaires. Merci. Écoutez, moi, je suis microbiologiste, infectiologue et chercheur en virologie. J'ai un point de vue, je vois les données sous un angle peut-être un petit peu différent de celui du Dr. Tardif, qui est cardiologue, comme vous le savez. Je voulais premièrement présenter quelques considérations
pour positionner cette molécule-là, la colchicine, dans le traitement de la COVID-19. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on n'a pas de traitements qui ont été recommandés par Santé Canada ou la FDA américaine pour le traitement de la COVID-19. Alors, les molécules qu'on a une antivirale, le Remdesivir qu'on appelle, qui a une action seulement chez les patients qui sont hospitalisés, qui ont une pneumonie, mais avant qu'ils soient intubés ou ventilés de façon mécanique. On a aussi un anti-inflammatoire, le dexaméthasone, que vous avez entendu parler, qui, lui, agit plus tardivement chez des patients, encore une fois, hospitalisés, mais avec une meilleure action, une meilleure activité quand les patients ont été déjà intubés et sont sur respirateur mécanique. Mais pour les patients qu'un docteur Tardif a mentionné, qui sont en ambulatoire, les gens qui ne sont pas hospitalisés, bien, c'est ce qu'on disait tantôt. On leur dit, vous restez chez vous, vous faites votre quarantaine, vous prenez de l'eau, du Tylenol, puis on n'a rien à leur offrir. Donc, nous, on pense que la colchicine, ça pourrait être vraiment sa niche chez les patients hospitalisés avec un facteur de risque avant qu'ils développent les complications. Maintenant, est-ce que c'est sécuritaire? Je pense que le Dr Tardif vous a montré les données de sécurité d'un vieux médicament qui est utilisé souvent pour de très longues périodes, beaucoup plus longues que celles qu'on mentionne dans l'étude 30 jours. Donc, on sait que c'est une médication sécuritaire. La troisième question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un médicament qui a un bon coût-bénéfice, comme on dit? Bien, je pense que c'est difficile d'avoir un meilleur coût-bénéfice que dans le cas de la colchicine. On estime ça aussi, il faut mettre ça en perspective avec des traitements expérimentaux qui sont développés à l'heure actuelle où on donne des anticorps, ce qu'on appelle monoclonaux. Donc, on synthétise des anticorps et on les transfère aux patients. On parle ici d'un coût d'environ 3 500 $ l'injection d'anticorps monoclonaux. Donc, ça ne se compare tout simplement pas. Mais maintenant, on a atteint un cap malheureux ce week-end au Québec. On a atteint le 10 000 décès dus à la COVID-19 dans la province de Québec. Ça, je vous rappelle que l'influenza, chaque année, l'influenza qu'on dit saisonnier, donc dans la période hivernale, printanière, à chaque année, ça amène environ 750 à 1000 décès, donc sur une période d'1 an, qui est en fait sur une période de 3-4 mois. Ici, on a déjà atteint les 10 000 décès. Donc, c'est quand même notable. C'est un problème, la COVID-19, très important, comme vous le savez. Et tout ce qu'on peut faire pour diminuer les hospitalisations, tout ce qu'on peut faire pour diminuer les patients qui vont avoir besoin d'un ventilateur, un respirateur, et les patients qui vont malheureusement décéder, vont être bienvenus. Et quand je regardais les statistiques de l'Institut national de santé publique du Québec sur les 10 000 décès répertoriés jusqu'à maintenant par la COVID-19 au Québec, il y en avait 92 % de ces patients-là qui avaient malheureusement plus de 70 de cette infection-là, de cette maladie-là. Les plus de 70 ans, c'est justement un des facteurs de risque qui a été reconnu dans le cas de Corona, qui a été retenu dans le cas de Corona. Donc, si on cible des groupes à risque, comme des patients de plus de 70 ans, les diabétiques, ceux qui ont déjà des problèmes pulmonaires ou respiratoires sous-jacents, ceux qui ont des problèmes d'obésité morbide, alors on cible des groupes précis qui pourraient bénéficier encore plus que l'efficacité globale qui a été rapportée par le Dr Tardif, la réduction de 25 % des hospitalisations. Je voulais revenir aussi sur les 300 cas qui ont été recrutés dans l'étude Col-Corona qui n'ont pas eu de diagnostic par une méthode en laboratoire, une méthode qu'on dit PCR, donc ils n'ont pas eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 par un test PCR. Il est tout probable que ces 300 patients-là n'avaient probablement pas la COVID-19. C'est arrivé lors du printemps dernier, durant la première vague, au moment où il y avait une pénurie de réactifs pour faire les tests diagnostiques, tels que mentionné par le Dr Tardif. Il y avait une recommandation de ne pas tester à ce moment-là, étant donné la pénurie de réactifs, les sujets qui n'étaient pas hospitalisés. Donc, et au printemps dernier, il y avait d'autres virus qu'on appelle des virus respiratoires qui donnent le change pour la COVID-19 qui circulait, dont le virus de la grippe à ce moment-là, le virus respiratoire syncytial et d'autres virus. Donc, c'est sûr que si on inclut tous ces virus, ces infections virales respiratoires-là, on va contaminer jusqu'à un certain point notre étude avec des cas qui ne sont pas dus au virus qui donne la COVID-19. Et je vais juste vous amener une analogie pour que vous compreniez bien ce point-là. Vous savez qu'il y a une molécule pour le traitement de la grippe que vous connaissez tous, qu'on appelle le Tamiflu.
Ça, ici, on parle par contre d'un antiviral, non pas un anti-inflammatoire. Mais cet antiviral-là, quand on regarde son action, son activité, quand on recrute des patients qui ont un syndrome d'allure grippale, c'est-à-dire qui ont de la toux, de la fièvre, des douleurs musculaires, quand on recrute des patients seulement sur des données cliniques comme celles que je viens de mentionner, le Tamiflu n'a pas d'activité significative. Quand on restreint l'analyse aux patients qui ont un test confirmé de grippe, donc qui ont l'influenza de façon confirmée par un test en laboratoire, là, on a une réduction significative de la durée d'hospitalisation. Donc, il faut voir ça un peu de la même façon, je pense, pour la COVID-19. Il y a des syndromes d'allure COVID-19 qui ne sont pas nécessairement dus au virus SARS coronavirus 2. Donc, nous, on pense que la meilleure façon de regarder ces résultats-là, c'est de retenir principalement les sujets avec un test de laboratoire positif pour la COVID-19. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais peut-être donner l'opportunité à notre autre panéliste de commenter aussi les résultats de l'étude Col-Corona. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Boivin. Merci. Donc, je laisse la parole à Dr. Jean-Lucien Rouleau, qui, comme je l'avais mentionné, est le président du comité de sécurité des données de l'étude Col-Corona. Merci, Jean-Sébastien. Alors, moi, on m'a demandé de présider le comité de surveillance, probablement parce que c'est un environnement particulier, une pandémie. J'ai déjà présidé plus de 10 comités de surveillance et j'ai été membre d'un autre, plus de 30 comités de surveillance dans plusieurs des études qui ont changé notre pratique. Mais même avec cette expérience-là, je savais qu'on était dans un environnement particulier, une pandémie, avec une maladie très sérieuse. Alors, j'ai choisi un comité avec beaucoup d'expérience, sachant très bien qu'on risquait d'être dans des eaux qu'on n'avait pas explorées dans le passé. J'ai demandé à Mark Pfeffer, qui a été pour un bout de temps le chef de médecine au Brigham à Harvard et un des cardiologues ou un des médecins les plus décorés au monde. George Wells, qui est un biostatisticien extrêmement chevronné, un éditeur de plusieurs des revues les plus importantes en biostatistique, et le biostatisticien de confiance de Santé Canada. J'ai demandé à George Weiss. George Weiss, c'était le vice-doyen de la recherche à Calgary et un des seuls non-américains à être chairman d'une étude importante du NIH. J'ai demandé à Cécile Tremblay, qui est une experte bien reconnue partout au Canada, et à l'extérieur, mais aussi très bien connu à Montréal et au Québec et avec un respect énorme de tout le monde pour son jugement et ses connaissances en infection et en virologie. Et j'ai demandé à Lisa Rosenblum, qui est une cardiologue de Harvard, qui écrit pour le New England Journal of Medicine et elle écrit des morceaux sur le côté humain et éthique de la médecine et des situations qu'on vit. Donc, ça, c'est un groupe extrêmement fort. Moi, j'ai été doyen de la faculté de médecine, président ou directeur scientifique de l'Institut circulatoire et respiratoire des IRSC. Ma recherche a été citée plus de 100 000 fois par la communauté scientifique dans des revues de comité de pairs. Alors, devant ce problème-là ou ce défi-là, on a décidé de se rencontrer tous les semaines. Donc, on avait un rapport détaillé tous les semaines qu'on étudiait et ensuite on discutait pour quelques heures de tous les détails. C'est du jamais vu. Normalement, on se rencontre tous les 4 à 6 mois, mais dans cette situation particulière, on a pensé que ce serait important
pour le bien des patients qu'on se rencontre très fréquemment pour être sûr qu'il n'y avait rien d'inquiétant qui pouvait faire surface. Mais après 2-3 mois, c'est devenu évident que tout allait dans la direction de la colchicine. On n'avait identifié aucun problème particulier. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, il y avait un bénéfice de 20 à 25 en faveur de la colchicine. Donc, on a décidé de se rencontrer tous les 2 semaines et on a fait ça jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'à la fin, on s'est parlé, on a dit, bon, on y croit tous, oui. Est-ce qu'on le prendrait si on avait le COVID? Oui. Et pourquoi? Bien, nous, quand on fait un comité de surveillance, et je pense que c'est vrai en pratique médicale, on fait une gestion de risque. C'est quoi le pour et c'est quoi le contre? Ici, on a un médicament qui s'appelle la colchicine qu'on utilise depuis plus de 100 ans, qu'on utilise en pratique. Moi, je me spécialise chez les patients insuffisants cardiaques qui ont souvent beaucoup de différentes maladies. Et on l'utilise avec confiance et on voit très peu d'effets secondaires importants, peut-être un peu de diarrhée, mais ce n'est pas majeur. On sait que chez les patients post-infarctus, qui viennent juste de faire un infarctus, que ça réduit les complications cardiovasculaires. On sait que chez les gens avec maladie coronarienne, ça diminue les événements cardiovasculaires. Donc, un médicament avec beaucoup d'expérience, avec démontré bénéfique dans plusieurs situations. Et de l'autre côté, chaque fois qu'on regardait les événements, ça allait en faveur de la colchicine. Si on regardait les hospitalisations, en faveur de la colchicine. Si on regardait les intubations, les patients sur respirateur, en faveur de colchicine. Si on regardait les décès, en faveur de colchicine. Si on regardait les effets secondaires sérieux, et Jean-Claude Tardif nous a montré qu'il y a plusieurs complications possibles avec la COVID, ce n'est pas juste le problème pulmonaire, c'était en faveur de la colchicine. Oui, on avait remarqué qu'il y avait un peu plus d'embolie pulmonaire sur le groupe avec la colchicine, mais on ne voyait aucune raison qui pouvait expliquer ça. Et de toute façon, ces embolies pulmonaires étaient considérées dans les effets secondaires sérieux qui étaient en faveur de la colchicine. Donc, si on parle d'une gestion de risque, c'était très clairement en faveur de la colchicine. Ensuite, si on regardait, quand on regarde l'évaluation d'une intervention, on regarde est-ce que c'est consistant dans chaque catégorie importante, ça l'était. Et on regarde pour voir est-ce qu'il y a une explication physiologique ou pathophysiologique qui a du bon sens. Et Dr. Tardif vous a montré oui, mais il y a beaucoup d'autres choses qui le supportent aussi. Donc ça, c'était clair pour nous. Et si on regarde la littérature, et Dr. Tardif a présenté un petit peu de petites études qui sont sorties, qui sont tous en faveur de la colchicine. Donc, tout est en faveur de la colchicine. Et pour nous, il n'y avait aucune question de cesser l'étude, sauf pour le bénéfice. Alors, l'INES a sorti en disant que on ne pouvait pas recommander en ce moment ici l'utilisation de la colchicine. L'INES, c'est un fleuron du Québec. C'est une organisation exceptionnelle dont on devrait être fier, et on est fiers. Le leadership de ce groupe-là est excellent. La façon qu'il fonctionne est très forte. Les gens qui travaillent là sont tous excellents dans mon expérience. C'est un groupe exceptionnel. Mais eux autres avaient à prendre une décision dans le contexte d'un environnement particulier. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, certains par Trump, mais aussi qui suggéraient qu'il y avait des effets bénéfiques de certains médicaments ou certaines interventions, mais quand les données sont sorties à la fin, c'était moins encourageant. Mais ce n'est pas une situation comme celle-ci où, en effet, je peux vous dire que l'étude a été extrêmement bien faite. Et vous avez un comité de surveillance de renommée internationale
qui vous dites que l'étude a été extrêmement bien faite. Les gens de l'INES vont nous parler. Ils ont hâte de discuter avec nous, sachant très bien qu'on est des gens d'expérience et qu'on connaît extrêmement bien les données. Et ils peuvent demander, eux, l'avis à plein d'autres gens, très valables, mais qui ne vont jamais avoir la même connaissance que nous, on a des données. Vous savez, j'espère qu'à la fin, quand leur réflexion est terminée, qu'ils vont regarder à la gestion de risque. C'est quoi le pour et le contre? Et certainement pour les patients à risque. Et il faut se souvenir que les patients qui ont été inclus ici, c'était tous des gens à risque, qu'ils vont favoriser l'utilisation de la colchicine chez les patients à risque. Mais nous, le comité de surveillance, on est tous des bénévoles et nous, on s'attendait et notre plan, c'était de rester à l'ombre de tout ceci. Mais il faut comprendre que nous, on croit que ce médicament ici fonctionne et on s'inquiète que l'utilisation de la colchicine ne sera pas adoptée de façon importante et que les gens qui connaissent les données et qui connaissent bien la situation vont avoir l'avantage de prendre la colchicine, alors que monsieur et madame tout le monde n'auront pas cette opportunité. Jean-Sébastien, merci. Oui, merci beaucoup, Dr. Rouleau, pour la réflexion. On pourrait continuer dans la discussion. J'ai reçu plusieurs questions. Là. On ne pourra pas faire le tour là, avec les 5 minutes qui restent, mais j'aimerais préciser des petites choses. Donc, il y a des questions qui demandent est-ce que ça pourrait être pour les patients hospitalisés? En fait, la réponse que je peux me permettre de répondre, c'est qu'en fait, l'étude n'a pas été conçue pour ça. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, ça ne serait pas quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, mais dans le cadre, c'est important, dans le cadre de l'étude actuelle, ce qu'il faut retenir, c'est des patients de 40 ans et plus qui ont un facteur de risque. Donc, les résultats s'adressent à ces gens-là. Si on déroge de ça, bien, on sort de l'étude. Donc là, on ne peut pas savoir ce qui se passe. L'autre point, il y avait des questions au niveau, est-ce qu'un médecin pourrait me le prescrire? En fait, ce qui est important ici à retenir, l'INES n'a pas fermé la porte. En fait, on peut toujours prescrire de la colchicine au Québec. Les médecins, on est autonomes, mais on suit des lignes directrices, c'est-à-dire que notre pratique est influencée par ce que les gens nous recommandent. Donc, en fait, il n'y a pas un médecin qui va prescrire des médicaments qui ne sont pas recommandés ou qui peuvent mettre le patient à risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours la discussion avec le patient des pour et des contre, comme l'a expliqué Dr. Rouleau. Donc, c'est quoi le risque actuel? C'est sûr que dans l'analyse que l'INES en a fait, elle n'a pas dit « Go, les docteurs, vous pouvez en prescrire, il n'y a pas de problème ». Ils ont mis leur réticence, mais on n'est pas lié avec ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une discussion avec les patients. Il faut que le patient nous le demande. Donc, nous, on ne peut pas le proposer d'emblée parce que ce n'est pas recommandé comme tel. Donc, j'avais d'autres questions. Il y avait peut-être Dr. Tardif, ça va un peu avec l'aspect de à qui on prescrit le médicament. Il y avait une question, c'est des patients donc, qui demandaient qu'ils prennent déjà de la colchicine pour le cœur. Est-ce qu'eux sont plus protégés de la COVID? Donc, j'imagine que la réponse, c'est qu'on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas testé en prophylaxie, mais peut-être juste expliquer ça. Ce qu'on peut dire, la colchicine, chez quelqu'un qui le prendrait de façon chronique pour la goutte ou qui le prendrait depuis longtemps pour la péricardite ou maintenant on commence à en prescrire chez les patients qui ont une maladie cardiaque, maladie coronarienne, on le donne maintenant de façon assez systématique après un infarctus, nous à l'Institut de cardiologie Montréal. Ces patients-là, s'ils en prennent depuis longtemps, on devrait s'attendre, oui, s'ils font la COVID, à avoir moins d'hospitalisation. Pas qu'ils ne feront pas la COVID, parce que la colchicine n'est pas un antiviral, mais on devrait s'attendre absolument à ce qu'il y ait 25 % moins d'hospitalisation. Et donc, tout à fait, moi, je peux vous dire, je suis content, Dr. Paquette, que vous l'ayez dit, parce que je pense que c'était mal compris. L'INES n'a pas dit de ne pas prescrire. Ils ont juste dit que pour le moment, dans leurs recommandations préliminaires, qu'ils ne le recommandaient pas de façon généralisée,
mais je sais déjà qu'il y a plusieurs médecins qui le prescrivent de façon active. Juste pour peut-être donner un petit bémol, vous l'avez dit, moi, je n'attends pas qu'un patient me le demande pour prescrire. Le docteur Rouleau a été extrêmement éloquent, là. Comme il l'a dit, ce serait malheureux que ceux qui connaissent bien les données, puis leur famille, eux reçoivent de la colchicine et que monsieur et madame tout le monde, docteur Rouleau l'a tellement bien dit, eux ne reçoivent pas. Alors moi, une intervention qui coûte 26 sous par jour, qui est sécuritaire et qui réduit de 25 % les hospitalisations chez le patient à risque, 40 ans et plus, avec soit obésité, asthme, maladie cardiaque. Si un patient est à risque, moi, c'est certain que je vais le recommander de façon active. Je n'attends pas que quelqu'un me le demande, absolument pas. Et je sais que ça correspond à la pratique de beaucoup peut-être Dr Boivin pour en parler, là. Moi, j'attendrai pas. Ce serait malheureux qu'un patient, parce qu'il n'a pas été au webinaire ce soir ou qu'il n'a pas entendu tous les détails de l'étude, comme a dit Dr Rouleau, lui se verrait privé d'une thérapie qui réduit de 25 % ses hospitalisations. Alors moi, je fais la promotion de façon active et comme le dit Dr Rouleau, on a le choix, la gestion de risque, l'action versus l'inaction. Et moi, dans ma meilleure connaissance, dans mon fort intérieur, quand je regarde les bénéfices démontrés versus les risques essentiellement absents, pour moi, c'est très clair que le bénéfice pour les patients à risque est clairement en faveur de prescrire de façon active la colchicine aux patients à risque, sans aucun doute. Merci beaucoup, Dr Tardif. Puis je voudrais juste mentionner que Dr Rouleau est sorti de l'ombre. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'être là. C'est les gens qui surveillent les données, c'est les gardiens de l'étude, si on veut, puis ils ont sorti de l'ombre pour manifester leur désir de nous faire connaître là, les bénéfices là, de la colchicine. Docteur Boivin, je pense que vous vouliez faire un commentaire. Oui, je voulais juste rajouter à ce que le docteur Tardif a mentionné. Je voudrais un diagnostic confirmé en laboratoire, par contre, de COVID-19. Absolument. Il ne faudrait pas que les gens commencent à se diagnostiquer. Je pense que ça demande une rencontre avec son médecin. Il doit regarder si le diagnostic a été fait et après ça, parler du pour et du contre de la médication et là, en venir à une décision de traiter ou non. Oui, en fait, Dr. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Je pourrais juste rajouter à Dr. Boivin parce que j'ai vu des questions passer. En fait, ne jamais prendre un médicament parce qu'il vous en reste sans la recommandation de votre médecin. Il faut absolument lui en parler. Et deuxièmement, effectivement, avoir un test positif parce que vous pouvez avoir simplement un mal de gorge, une grippe, un rhume, là, ça n'aura pas d'effet, puis vous allez prendre ça pour rien. Donc, vraiment, en parler avec votre médecin, puis il va être très au courant du dossier. On s'en parle beaucoup dans la communauté médicale actuellement. Et il y a des tests moins douloureux là, qui arrivent sur le marché, comme la salive et le gargarisme. Donc, ça va être plus facile de faire un test que ça l'était auparavant. Pouvoir faire probablement des autotests maintenant. Donc, ça va changer la donne, ça aussi. Effectivement. Il est 7h31. Est-ce qu'on peut clore la discussion actuellement? Dr. Rouleau, Dr. Boivin, Dr. Tardif, aviez-vous d'autres éléments par respect pour les gens, ça terminait à 7h30. Je pense qu'on doit arrêter, mais j'espère que ça a pu apporter de l'information. Nous, on veut la donner en toute objectivité puis transparence. Et j'ai eu déjà passablement de feedback de gens qui veulent d'autres activités comme ça. Alors, je pense qu'on va probablement tenir d'autres sessions d'information pour que l'information circule. Alors, Dr. Paquet, je vous laisse conclure. Donc, merci beaucoup à tous. Puis, n'hésitez pas à suivre l'actualité. On va publier nos résultats, c'est sûr. Donc, merci et bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonsoir.